Bonjour à toutes et à tous. Alors tout d'abord, un grand merci d'être aussi nombreux à vous connecter pour ce rendez-vous désormais bimensuel du Centre d'excellence Troubles du neurodéveloppement iMind. Alors nous allons aborder une thématique complexe à la croisée du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et des addictions, et plus particulièrement de l'usage de cocaïne. Ce que l'on sait, c'est que les personnes qui sont neuroatypiques sont plus vulnérables que les autres face aux conduites addictives et que les liens entre le TDAH et les addictions, qu'elles soient avec ou sans substance, ont été clairement établis dans la littérature. On sait notamment que la prévalence du TDAH atteint 25% des personnes qui ont un trouble de l'usage de substances et ces troubles peuvent s'influencer, voire s'aggraver mutuellement. L'usage de cocaïne est par ailleurs un enjeu de santé publique, au-delà de la population TDAH en général, hein, mais dans le trouble en particulier, 26% des adultes en auraient consommé au cours de leur vie, ce qui est nettement supérieur à la population générale. Ce webinaire aujourd'hui va donc nous proposer de mieux comprendre les interactions entre le TDAH et l'usage de cocaïne, et nous allons aborder les facteurs qui encouragent cette consommation et comment se manifeste le TDAH chez les usagers de cocaïne et quelques pistes de prise en charge. Notre invité du jour est le professeur Romain Hissic, que nous sommes ravis de recevoir et qui exerce comme psychiatre de l'adulte au groupe hospitalier Saint-Louis de l'hôpital Lariboisière et Fernand Vidal à Paris. Malheureusement, et étant donné la sensibilité du sujet, nous n'avons pas pu, comme d'habitude, inviter une personne qui était concernée par l'usage de cocaïne afin qu'elle puisse échanger sur son vécu et son expérience. Toutefois, le professeur Hissic a recueilli le témoignage d'une patiente qu'il va lire au cours de son intervention. Alors avant de lui donner la parole, un bref rappel. Tout d'abord, vous allez assister à une intervention d'une trentaine de minutes et ensuite, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Durant la présentation, je vous remercie de garder vos micros coupés afin de ne pas créer d'interférences. Et si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat ou les poser à la fin. Nous vous donnerons la parole. Pour finir, ce webinaire est filmé, enregistré. Donc, si vous ne souhaitez pas que votre image apparaisse, il faut couper votre caméra. Vous pourrez ensuite retrouver ce webinaire complet sur notre chaîne YouTube et n'hésitez pas à vous abonner. Je laisse maintenant la parole à Romain Hissic. Bon webinaire à tous et à tout à l'heure. Bien, merci beaucoup. Je vais donc partager mon écran pour commencer. Je fais tout mon possible sans que ce soit non plus au pas de charge, hein, mais pour que ça fasse un peu moins de 30 minutes, puisqu'on est parti pour 1 heure globalement. Et ça permettra de discuter. Je pense qu'il y a peut-être un intérêt au moins égal, si ce n'est supérieur, que je puisse répondre à vos questions, en tout cas discuter des questions que vous avez, plus que comme ça, de vous apporter. Bon. Et vu qu'on n'avait pas de témoignages en direct, j'ai pas un, mais 2 témoignages. Alors, ils sont pas complets, hein. Enfin, je veux dire, il y a des morceaux choisis, mais un qui est plus concernant effectivement les liens et un peu l'historique, et l'autre qui est plus concernant l'effet des médicaments. Vous allez voir, c'est assez intéressant. En tout cas, ça pose des questions et heureusement pour cette patiente, ça a donné quelques réponses. Euh, donc, je suis psychiatre et addictologue. Est-ce que vous voyez bien ma diapositive entière? Normalement, oui. Oui, c'est bon, pas de souci. Super, merci. Euh, donc, je travaille dans un département de psychiatrie et de médecine addictologique. Donc, on travaille beaucoup sur les pathologies duelles, c'est-à-dire sur les associations entre les troubles psychiatriques et puis les addictions. Alors, dans l'acceptation, hein, pardon, mais que le TDAH, en tout cas de l'adulte, on le met dans les troubles psychiatriques. Bon, je sais pas. Je pense qu'on aura peut-être du temps à passer sur d'autres questions mais est-ce que c'est neuroatypique, neurodéveloppemental, psychiatrique? Voilà, j'arrive avec le vocabulaire que j'ai. Euh, et on a des soins intégrés, c'est-à-dire qu'on s'occupe des 2 dimensions euh, au même endroit, et puis bah, j'allais dire en même temps, et idéalement, on essaie de le faire par les mêmes personnes, ce qui est la plupart du temps ce qui est plus recommandé quand il y a des addictions et d'autres problèmes psychiatriques. Également chercheur à l'INSERM, et donc on a pas mal de travaux.
y compris justement sur les liens entre addiction et autres troubles psychiatriques, et notamment sur les liens entre TDAH et addiction. Membre de la Société française du TDAH, et puis coordinateur en fait du Centre ressources régional sur le TDAH d'Île-de-France, récemment financé par une initiative interministérielle. Et puis on y a répondu avec plusieurs autres collègues pour coordonner en fait un réseau de ressources, hein. C'est pas un centre de recours, c'est pas un centre expert, surtout pas. On a évité l'appellation centre expert, euh, mais voilà des initiatives pour rendre plus lisible le parcours. Bref. Je vais élargir également, et après je commence, à d'autres substances psychostimulantes. On va essentiellement parler de cocaïne, c'est celle qui est la plus fréquemment utilisée dans les substances psychostimulantes. Mais il n'y a pas que la cocaïne. Et en gros, la question qu'on va surtout se poser aujourd'hui, c'est de savoir s'il y a des liens spécifiques, en fait, hein, puisque c'est des choses qu'on entend beaucoup. Et on va essayer d'y répondre comme on peut, modestement, mais avec nuance. On va parler un peu des psychostimulants, un peu de la pathologie duel. Que dit la science sur les liens? Que disent les personnes concernées sur les liens? Et puis, est-ce qu'il y a un peu de soins spécifiques avant de lancer la discussion? Donc, les psychostimulants, ce sont des substances définies par leurs effets. Ce sont des substances naturelles ou synthétiques qui stimulent l'activité du cerveau, améliorent l'humeur et accroissent les performances intellectuelles. Euh, Autrement appelés psychoanaleptiques. Alors, les antidépresseurs en font partie. Bon, peut-être que dans le public, que ce soit des soignants ou des personnes concernées, certains ont pris antidépresseurs et se sont aperçus que les effets stimulants n'étaient pas incroyables non plus. Mais en tout cas, ça augmente l'humeur et c'est censé augmenter aussi la cognition, c'est-à-dire les performances intellectuelles. Un des moyens, je dirais, par neurotransmetteur d'atteindre ça, c'est d'augmenter la transmission de dopamine, notamment dans certaines parties du cerveau et dans certains circuits cérébraux. Les psychostimulants, clairement, c'est aujourd'hui des substances stars, hein, et c'est pas juste des substances que prennent les stars, ce sont des substances stars. Initialement, ils viennent, donc un côté, il y a le côté naturel avec la feuille de coca, et de l'autre côté, il y a le côté synthétique, qui est aujourd'hui très optimisé. Les amphétamines, mais les amphétamines, pour des raisons diverses et variées, ne sont pas très répandues, en tout cas aujourd'hui en France. Et c'est en fait les catinones, hein, qui sont encore d'autres dérivés synthétiques, très bon marché, très peu cher à fabriquer. L'exposition médiatique, eh ben, ce qui est arrivé à Pierre Palmade et puis surtout aux personnes qui l'a percuté, ben ça a fait une exposition médiatique énorme en fait. Je ne suis pas sûr que ça ait pour autant contribué à beaucoup déstigmatiser le phénomène, mais en tout cas, c'était très exposé. Et puis, elles ont probablement été banalisées à un moment, je pense notamment à la cocaïne. Après, il semble, bon là on n'est pas là pour faire de la sociologie, surtout de bas niveau, puisque moi je ne suis pas sociologue, mais il semble que chaque génération, ou en tout cas des époques, ait une ou plusieurs substances banalisées. Clairement, la cocaïne, dans les années 80-90, a été largement banalisée, hein, et utilisée, notamment dans des milieux plutôt aisés. Et puis, je pense au Loup de Wall Street, par exemple, qui est un film qui illustre assez bien une théorie selon laquelle les souffrances financières, je dirais, mondialisées, serait possiblement lié au fait que la cocaïne donne surtout beaucoup envie de prendre des risques. Mais justement, on va discuter du fait que est-ce que quand on est porteur de TDAH, est-ce que on a le même type d'effet? Alors clairement, là, je n'ai mis que la courbe de la cocaïne, hein, l'usage augmente. Vous le savez que ce sont des études déclaratives. J'ai pas revérifié, tenez, il y a beaucoup d'études sur les eaux usées. C'est très facile de prendre les eaux usées, d'analyser les substances qui sont dedans. Je trouve que ça fait beaucoup de publications très, très, très rigolotes et en même temps très intéressantes. Je ne sais pas si ça augmente beaucoup dans les eaux usées, mais en tout cas dans les déclarations, ça augmente. Et il faut rester très prudent, puisque quand ça augmente, c'est pas, ça peut être la déclaration qui augmente, c'est-à-dire les gens qui se permettent de dire qu'ils en ont utilisé. Voilà. Après, il y a d'autres indices comme les saisies de douane, etc. Et ici, vous voyez aussi un autre indice sur la courbe en orange, qui est que, a priori, les personnes qui demandent des soins pour d'un trouble d'usage de cocaïne, ce sont des chiffres européens. Ce sont des chiffres, pardon, de l'OMS, excusez-moi. Ce sont des choses qui clairement augmentent. Donc, voilà un peu le tableau. Possiblement, ça augmente. Et si on regarde dans les troubles d'usage de psychostimulants, donc là, c'est aux États-Unis, et ben en fait, mine de rien,
on est en quatrième position. Et même si on ajoute ici l'ensemble des troubles liés à l'usage de psychostimulants, c'est-à-dire des addictions aux psychostimulants, donc ce sont les avant-dernières lignes, on va dire méthamphétamine, cocaïne et autres stimulants, eh bien en fait on est à 3,5 millions. Donc en fait on serait en quatrième derrière les problèmes d'addiction liés au cannabis. Donc ça c'est quand même... Et même en troisième, puisqu'on a d'abord l'alcool, puis puis le problème de cannabis, puis en fait les problèmes de stimulants, ce qui en font finalement les addictions en fait aux substances illégales, en tout cas en numéro 2 après les problèmes d'addiction au cannabis. Alors très brièvement, que dit la science de ces problèmes? Et quand je dis que dit la science, ça va être surtout des recherches là quantitatives, puisque la science fait aussi, et heureusement, de la recherche qualitative. Alors, il faut rappeler qu'il y a plusieurs modalités de consommation de cocaïne. Et en fait, déjà, la cinétique des effets, la rapidité d'effet et la durée de l'effet ne sont pas du tout les mêmes selon qu'on le prend par le nez, par les veines ou fumé. Et en fait, vous voyez ici que la rapidité d'effet, elle est maximale avec la forme inhalée qui est en troisième ligne, c'est-à-dire fumée. En 3 à 5 secondes, on a déjà de la cocaïne qui est détectable dans le sang, alors que par voie injectée, en fait, il faut qu'elle fasse le tour par le cœur pour être détectée. Et donc, c'est déjà plus long. Donc, la forme fumée est clairement la forme qui va donner le plus d'effet. Et pourquoi je vous dis ça? C'est qu'on va voir, évidemment, on va discuter, bah, est-ce que la cocaïne soulage certains symptômes de TDAH, mais en fait, est-ce qu'elle n'en provoque pas? C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle n'en mime pas finalement, ce qui aboutirait à des faux diagnostics dont les symptômes seraient en fait induits par le produit. Et en fait, ici, vous avez finalement par ordre de puissance et de rapidité d'effet, c'est d'abord intranasal, puis intraveineux, puis la voie fumée ou inhalée, qui est la plus rapide et la plus puissante. La question à 1 million de dollars, la cocaïne qui calme, signifie-t-elle qu'on souffre de TDAH? Donc là, si on trouve la réponse, a priori, on est bien, et je vous donne tout de suite l'info, c'est qu'on n'aura pas, on va pas répondre oui ou non. Euh, Qu'est-ce que dit la science de cet effet calmant de la cocaïne et d'autres psychostimulants, hein, comme les amphétamines, la MDMA, les catinones, dans le TDAH? Oui, il y a bien des différences d'effets attendus si on a un TDAH ou si on n'en a pas. Selon au moins une étude quantitative, mais ce n'est pas la seule, qui avait été plutôt bien faite puisque elle était, je dirais, elle a utilisé des méthodes statistiques parce qu'elle avait un échantillon suffisant de presque 130 patients dans mon souvenir. Qui avaient une addiction à la cocaïne et qui avaient ou pas un TDAH. Et on leur demandait, est-ce que la cocaïne vous calme ou est-ce qu'elle vous excite comme vos amis qui n'ont pas forcément de TDAH? La réponse était oui, et surtout, ce qui était intéressant dans l'étude, c'est que les statistiques euh, utilisées ont permis d'enlever les confusions possibles liées à l'âge, au genre, aux autres symptômes psychiatriques, etc. Cependant, si vous regardez à gauche un article qui a été publié par notre unité de recherche sur des patients qu'on avait en soins, il se trouve que le... c'est assez clair aussi que l'usage chronique, probablement à forte dose, hein, de cocaïne, et probablement aussi d'autres psychostimulants, hein, donne en fait des symptômes de TDAH, qui sont appelés ici dans le titre problème de comportement persistant, Persistent Behavioral Disturbances. Le, Et donc, en fait, ça va vous faire positiver vos échelles de dépistage du TDAH, alors que dans l'enfance, vous n'aviez aucun symptôme. Or, le TDAH, jusqu'à preuve du contraire, par des recherches qui là aussi sont en cours, puisqu'il y a quand même des diagnostics tardifs qui posent question, euh, c'est censé être un trouble neurodéveloppemental et, vous le savez probablement, une partie d'entre vous, s'il n'y a pas d'éléments dans l'enfance, un minimum, le diagnostic ne peut pas être posé à l'âge adulte, même si à l'âge adulte, il y a des symptômes. Et ça, c'est des situations qu'on voit beaucoup en addictologie, c'est beaucoup de symptômes. Et on va voir avec des captures d'écran du questionnaire un peu standard pour faire le diagnostic en entretien clinique, pas chez soi tout seul, bah, qu'il y a plein de critères de TDAH en fait, qui peuvent être positivés par un usage de substances, a fortiori de psychostimulants. Et ici, on voit une thèse qui était pas trop mal faite aussi à l'université de Rouen,
Je vous ai juste mis la capture d'écran de la conclusion. Euh, c'est qu'en fait, il y avait une répartition égale d'effets paradoxaux, c'est-à-dire calmants de la cocaïne, entre des patients qui avaient un diagnostic de TDAH et les patients qui n'avaient pas ce diagnostic. Donc là, c'est intéressant, c'est que on demande, bah, est-ce que vous avez un effet calmant alors que vos amis sautent partout quand vous avez acheté le même produit et que vous l'avez partagé? Eh ben, en fait, il y avait une proportion de l'échantillon sans TDAH qui répondait aussi souvent que ceux avec TDAH qu'ils avaient bien des effets calmants qu'on appelle paradoxaux. Et donc, c'est important, si on élargit un peu, c'est qu'il y a plusieurs familles de symptômes psychiatriques qui sont induits par les stimulants. Alors, des symptômes psychotiques comme délire et hallucination, c'est assez fréquent, hein. Des mouvements répétés qu'on appelle stéréotypies, des compulsions, des comportements automatiques, agitation et agressivité, c'est très fréquent également. Vous voyez, c'est clairement, possiblement la majorité des usagers, en tout cas avec des doses de cocaïne assez fortes et de stimulants assez fortes. Euh, et ça va bien évidemment, les aspects d'agitation, de comportement répétitif, ça peut largement faire positiver, encore une fois, les questionnaires de TDAH et les entretiens cliniques qui recherchent ce trouble. Les symptômes dépressifs, voire suicidaires, sont extrêmement fréquents chez les consommateurs chroniques de psychostimulants. Et là aussi, on sait que ça peut être associé au TDAH, hein, des symptômes dépressifs, et également des crises suicidaires. Donc ça, c'est très important à prendre en compte. Alors très brièvement, la fréquence d'association, bah, elle est très variable. Dans une étude qui s'appelle une méta-analyse, c'est-à-dire qu'on mélange des personnes, on mélange pardon, des études et on augmente la puissance de détection de l'étude puisqu'en fait on combine les échantillons. Donc on a plusieurs études avec des échantillons moyens. On finit comme si on faisait une grosse étude avec un énorme échantillon. Euh, Chez les personnes en soins pour les addictions à la cocaïne, vous voyez, c'est entre 8 et 35%, donc c'est déjà bien supérieur aux chiffres chez l'adulte qui n'a pas d'addiction. Et si à l'inverse, vous prenez des personnes qui sont en soins pour un TDAH, en plus c'était en service de psychiatrie, donc c'est un TDAH plutôt plus sévère que la stricte moyenne du TDAH. Là, on est à 9% de personnes qui sont diagnostiquées de façon, je dirais, sérieuse et cliniquement bien établie d'une addiction à la cocaïne. Donc les liens sont clairement euh, il y a en faveur pardon, d'une augmentation de la fréquence, bah, d'une part du TDAH réellement, hein, chez les personnes qui ont des problèmes avec la cocaïne, et inversement, les problèmes de cocaïne sont effectivement plus fréquents si on a un TDAH par rapport à si on n'en a pas. Donc évidemment, alors je vous ai pas remis la question à 1 million de dollars à chaque fois, mais les mécanismes de l'association sont également très intéressants et probablement c'est ce dont on va discuter le plus. Si on regarde d'une façon vraiment très neutre et globale, eh bien les mécanismes, ils peuvent être multiples. On pourrait se dire, ben, il y a un TDAH qui est secondaire à l'effet du produit puis à l'effet de l'addiction. Vous imaginez probablement assez bien que les addictions, c'est pas que l'effet des produits, c'est ce qui d'ailleurs rend leur étude complexe, mais aussi à mon avis intéressante, c'est que les addictions en elles-mêmes, ce sont des troubles vraiment assez désagréables, stigmatisants, qui socialement peuvent avoir beaucoup de retentissement. Encore une fois, je parle bien des addictions, je ne parle pas des consommations de substances, qui ne sont pas des maladies. Les addictions peuvent comme ça avoir des effets sur l'anxiété, le moral, la concentration, le sommeil, qui peuvent évidemment donner des symptômes et pourquoi pas provoquer des troubles. Et puis évidemment, il y a les effets pharmacologiques des produits. Et ce qu'on oublie parfois, c'est aussi l'effet des sevrages de produits qui peuvent aussi donner des symptômes. Deuxième mécanisme possible qui explique la forte association entre TDAH et psychostimulants, bah, ce serait qu'il y a des facteurs de vulnérabilité communs, c'est-à-dire que les facteurs de risque de TDAH seraient également, par ailleurs, des facteurs de risque d'addiction, notamment ici à la cocaïne et aux psychostimulants. Et enfin, le TDAH, il favoriserait l'usage puis l'addiction, en se disant que quand on a des symptômes de TDAH, avec ce que ça comporte de culpabilité, de tristesse, d'anxiété, mais également de procrastination, enfin de choses comme ça, de fatigue, des substances comme les psychostimulants auraient un effet. Alors, j'ai pas mis automédication volontairement, c'est un terme qu'on essaie d'abandonner dans la communauté qui s'occupe notamment des pathologies duelles, puisque bah, une addiction et une substance addictive n'a jamais guéri, a priori, de troubles psychiatriques, ou alors il faudra m'expliquer. En revanche, et ça, c'est pas réservé aux personnes qui ont des TDAH, c'est réservé à toute la population,
La population mondiale prend parfois des drogues pour aller mieux, pour s'exciter, pour s'amuser, pour la sexualité, pour mieux dormir. Pour le dire autrement, tout le monde fait ça. Sauf que si on a un TDAH, bah, comme on est beaucoup plus amené que la moyenne à avoir des problèmes, puis bah oui, puisqu'on est porteur d'un trouble, euh, c'est beaucoup plus fréquent qu'on puisse être obligé, ou en tout cas amené, euh, à utiliser une substance pour réguler les symptômes du TDAH et ses conséquences. Et donc, on va se poser la question de la vulnérabilité partagée, ou alors est-ce que c'est une causalité réciproque? Et on n'aura pas la réponse tout de suite, mais je vais vous donner quelques éléments de vulnérabilité partagée, puisque je travaille beaucoup sur la génétique. Et la génétique donne une partie de l'explication sur le fait que oui, il y a bien des facteurs de vulnérabilité partagés entre le TDAH et les addictions en général, mais y compris à la cocaïne. Alors, je vous le dis tout de suite, les études qu'on a sur l'addiction à la cocaïne au niveau génétique, elles sont de faible taille par rapport à l'alcool et au tabac et au cannabis. Donc, vous allez voir que les résultats sont plus fragiles. Pourquoi c'est plus fragile? Bah, tout simplement, un article en 2019 avait étudié spécifiquement la vulnérabilité génétique partagée entre TDAH et les addictions. Moi, quand j'avais lu cet article, puis quand je l'ai relu pour préparer notre discussion, je me suis dit, bah, super, ça va être substance par substance, comme ça je vais pouvoir leur raconter un peu ce qui se passe, puisque ici, c'est une méthode qui est intéressante, puisque vraiment, elle nous donne un peu la direction de la cause. Ça s'appelle la randomisation mendélienne, peu importe, mais c'est une méthode particulièrement intéressante d'étude de vulnérabilité génétique partagée. Eh bien, effectivement, le risque génétique du TDAH, il augmente le risque d'addiction au tabac, d'addiction au cannabis et d'addiction à l'alcool. L'inverse étant moins vrai quand même. Puisque je vous disais, avec cette méthode, on a la direction de la causalité. Eh bien, dans cet article, il n'y a pas la cocaïne. Donc, il faut arriver, grâce au réseau ICASA auquel j'ai la chance de participer, à une publication qui est vraiment excessivement, là, ça fait 15 jours hein, que c'est sorti, euh, dans laquelle les collègues, et c'est Lisa Horstman hein, qui a mené l'étude donc en Hollande, euh, on a pu démontrer, grâce à une cohorte qui a été vraiment bien caractérisée cliniquement, qu'effectivement le risque génétique du TDAH était partagé avec le risque génétique d'usage de cocaïne et d'usage sur le plus long terme au cours de la vie. Donc ça, c'est quand même une donnée intéressante. On a enfin un début de réponse qui est de se dire l'association TDAH et addiction à la cocaïne, elle est en partie liée au fait que génétiquement, il y a des facteurs de risque qui sont partagés par ces deux troubles. OK? Ce qui est important avant de continuer avec les personnes concernées, c'est que si on fait un modèle, je ne vous l'ai pas dessiné, mais vous voyez, si vous prenez là la troisième ligne, TDAH qui favorise l'usage, en fait, on peut se dire que d'avoir un TDAH, mais ça marcherait aussi avec un trouble bipolaire, par exemple, hein, ça augmente la probabilité de répéter une consommation de substances. D'abord parce que ça soulage certaines difficultés, comme la procrastination typiquement. Et d'ailleurs là, c'est pas un effet paradoxal, hein. C'est bien un vrai effet du psychostimulant, même si on sait que dans le TDAH, la procrastination, c'est parfois aussi par l'hyperactivité mentale et pas juste par un manque d'initiative. Éventuellement la régulation émotionnelle aussi, même si la cocaïne, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour la régulation émotionnelle, c'est plutôt l'alcool qui a été bien démontré comme étant associé à la régulation émotionnelle dans le TDAH, enfin au besoin de régulation émotionnelle. Sauf que une fois qu'on a des besoins, j'allais dire, de consommation répétée, parce qu'on voit que ça marche, de cocaïne pour se mettre au travail, pour se mettre au ménage, pour se mettre à s'occuper des enfants, pour se mettre à étudier, bah, c'est peut-être à ce moment-là qu'on a les facteurs de vulnérabilité communs qui se mettent en œuvre, j'allais dire, en tout cas qui se révèlent, et qui font que bah, on se prend les pieds dans la consommation, puisque on consomme, j'allais dire, en toute bonne foi. Encore une fois, il y a d'autres moyens de gérer, hein, mais bon, pour réguler ces symptômes et ces difficultés. Mais comme on a un trouble, le TDAH, qui favorise les addictions par vulnérabilité génétique commune, eh ben, on consomme d'abord et ça soulage. Puis après, on développe une addiction et bah, là, ça soulage moins. On va le voir avec aussi les témoignages. Donc voilà un peu le modèle explicatif qu'on peut proposer, mais évidemment, il est à discuter, surtout avec vous. Alors, que disent les personnes concernées? Donc, on commence par Monsieur L. Je vais vous le résumer, hein, parce que donc, Monsieur L m'a gentiment écrit: Je suis jeune ingénieur en IA, dans ma trentaine, diplômé d'une grande école, une très très grande école.
Il est célibataire, homosexuel, sans enfant. Il est en couple, par ailleurs. Il consomme des stimulants. Alors lui, ça a été un peu de cocaïne, mais il a une addiction à la 3-MMC, qui est une catinone. Dans un contexte, alors récemment, plutôt récréatif, hein, puisqu'il va mieux par ailleurs de son TDAH, mais on va voir son historique. Un contexte potentiellement sexuel ou dans le cadre de soirées festives, musicales, techno. Donc beaucoup de sensations de plaisir, de sensations d'être mieux avec les autres, proximité avec le ou les partenaires. Donc ça, je dirais, c'est le côté un peu récréatif, classique, de la consommation éventuelle de stimulants. Encore une fois, c'est pas ce que c'est pas que je vous la recommande, hein, juste que c'est assez classique comme ça. Et en fait, il s'aperçoit aujourd'hui, ça fait 2, 3 ans, hein, qu'il a ce diagnostic de TDAH. Euh, il explique qu'il se sent plus aligné sous les effets des psychostimulants. Il dit bien, je suis moins en décalage. Il s'étonne, hein, parce qu'il réfléchit beaucoup. Il s'étonne en se disant, bah, c'est bizarre, normalement, quand on consomme des substances, notamment régulièrement, on est en décalage par rapport à la société, j'allais dire, ou en tout cas quand on sort des cercles de consommateurs. Et ben, au contraire, il dit bien qu'il se sent moins distrait, voire un peu plus alerte. Ce qui est intéressant, vous voyez, parce qu'il a bien avancé, il dit bien que c'est un sentiment, il dit qu'il a pas évalué objectivement, en tout cas, ou il n'a pas demandé à des proches, et encore moins à des collègues, évidemment, si sous consommation de catinone, il était mieux que sans catinone du côté des symptômes de TDAH. Mais voilà un peu ce qu'il nous dit. Euh, et il dit que c'est un peu cet alignement qui lui a permis d'être mieux sous traitement par méthylphénidate. Pardon, j'ai laissé la marque. Donc c'est Ritaline LP. Euh, il n'y a pas eu d'autres médicaments essayés chez lui. Il prend des doses relativement faibles d'ailleurs, parce qu'en même temps, si on monte, il ne tolère pas très bien. Euh, et là, pour le coup, il a eu vraiment des retours vraiment objectifs au travail pour s'organiser. Alors, ce d'autant qu'il a un travail, il dit bien, en fait, vous voyez, je l'ai remis en gras en bas, il se sent pas complètement à sa place. C'est un travail les tâches manquent de sens pour lui, mais il a une équipe, il m'a expliqué, très bienveillante, avec qui il s'entend très bien. Donc, c'est pour ça qu'il lâche pas son travail, mais il dit, c'est très répétitif, c'est pas vraiment ce qu'il a envie de faire. Donc la Ritaline, elle est vraiment là pour ça, non pas pour l'obliger à faire un travail pénible, mais en tout cas pour lui permettre quand même d'être performant au travail. Et puis actuellement, il prépare d'ailleurs un projet de reconversion très lentement. C'est en train de se faire, donc ça me paraît particulièrement intéressant. Après, j'allais dire 18 mois de traitement et puis 6 mois, on va dire, de forte réduction des consommations. Eh bien, et ça, c'est un peu les délais qu'on observe souvent en consultation, en suivi. Il se met à faire des projets, probablement parce qu'il s'imagine mieux supporter la charge cognitive aussi et émotionnelle de refaire des projets, de quitter un travail qui par ailleurs donne une sécurité, etc. Donc voilà le résumé, je dirais, du témoignage que Monsieur L a eu la gentillesse de me communiquer. Et il n'est pas parfait, hein, enfin, il n'est pas. Et puis sur les médicaments, je voulais vous signaler, et après on enchaînera sur les soins, euh, le cas d'une patiente qui m'a envoyé carrément des photos de son appartement pour me témoigner de dans quel état elle était en fonction des différentes formes de méthylphénidate, donc de psychostimulants médicamenteux cette fois. Par ailleurs, c'est une patiente qui a une addiction à la cocaïne, qui est en rémission, alors instable, parce que quelques consommations encore le week-end, mais depuis 2 ans, elle va beaucoup mieux. Elle a 36 ans, et c'est vrai qu'au niveau du traitement, c'était pas simple. Son TDAH a été diagnostiqué et traité à l'âge adulte, mais il y avait des symptômes invalidants dans l'enfance. Donc ici à gauche, elle nous montre en fait son appartement et son cadre de vie, comme elle le dit elle-même. C'est elle qui a écrit elle m'a fait tout un dossier, hein, que j'ai scanné d'ailleurs. Euh, Soit sans traitement, alors pas forcément sous l'effet des produits, hein, mais aussi sous méthylphénidate LP, donc c'est-à-dire un des génériques, en tout cas, enfin, pardon, le générique du Concerta. C'est pas la Ritalin générique. Donc vous voyez que c'est totalement voilà, inhabitable et c'est quelque chose en plus qui la culpabilise beaucoup. C'est peut-être des sentiments que certains d'entre vous connaissent. Le fait en plus d'être très culpabilisé par le fait de ne pas y arriver. Ça, c'est un truc moi, que j'entends beaucoup dans le TDAH, alors en santé mentale en général, hein, mais le fait de se dire, bah, non seulement j'ai des symptômes, mais en plus, je suis pas fiable, j'y arrive pas, je rentre chez moi, c'est le bazar, j'ai pas réussi à arranger, etc. Ce qui occasionne beaucoup de symptômes dépressifs. Sous Ritaline, alors LP aussi, elle n'a pas précisé,
eh bien, ça a l'air bien, sauf que ce qu'elle dit, elle, et ça peut arriver aussi parfois dans le TDAH, c'est qu'elle a une organisation normalement qui est bien plus stricte que ça de son appartement. Et par exemple, un indice, c'est que évidemment, c'est beaucoup mieux rangé et c'est propre, mais elle a en fait des objets de loisirs. Donc, elle a appelé ça signe d'alerte, hein, vous voyez, je l'ai laissé en dessous de la photo. Elle a son clavier qui est sorti et elle a également des divers ustensiles et dossiers pardon, de papier administratif qui sont en évidence. Pourquoi? Parce que s'ils ne sont pas en évidence, bah, quand elle est sur IDNLP, donc pour elle, c'est pas son état le meilleur, eh bien, elle ne pense pas à s'en occuper. Et ça aussi, c'est assez classique dans le TDAH, c'est que quand on n'a pas les choses sous les yeux, on s'en occupe pas, on n'y pense pas. Et puis sous Concerta, mais c'est pas de la pub pour le Concerta, ça aurait pu être l'inverse, hein. Elle me décrit et photo à l'appui, un appartement nickel. Donc voilà, ces deux témoignages me paraissaient intéressants. Et puis celui de Madame X, là, ça permet aussi de voir que même avec un TDAH assez sévère, diagnostiqué tardivement et une addiction associée à la cocaïne et au tabac par ailleurs, ben, on peut quand même aller mieux. Elle avait eu en fait les traitements qui n'étaient pas le Concerta lors des ruptures de stock. Alors, est-ce qu'il y a des soins spécifiques? On va passer rapidement pour permettre une discussion suffisante. Sur les aspects diagnostiques d'abord. Euh, Il est vrai que le diagnostic du TDAH en cas d'usage régulier hein, de psychostimulants et oui, quand il n'y a pas trop de pause dans la vie, c'est une situation souvent complexe. Alors pour la pathologie duel, ce qu'on recommande d'abord, donc d'une part, c'est que le TDAH c'est neurodéveloppemental, donc on cherche des symptômes dans l'enfance, et d'autre part, on va chercher des périodes dans la vie où les personnes n'ont pas consommé ou très peu. Alors en travaillant dans un hôpital qui a un service d'addictologie, c'est assez rare, malheureusement, nous, qu'on trouve vous voyez, des gros trous, des fenêtres dans lesquelles il n'y a pas de consommation. Mais je dirais, sinon, ce sont des périodes qu'on va explorer rétrospectivement. Et pourquoi c'est complexe? Parce qu'il y a de nombreux symptômes induits, comme je vous le disais. Et puis, quand on a un TDAH et une addiction, bah, malheureusement, notamment dans les formes les plus graves, je vous disais, comme celle que je suis amené à accompagner, euh, bah, les profils cliniques sont très variés et complexes, avec encore d'autres symptômes et troubles psychiatriques, notamment liés à des traumas, des événements traumatogènes, notamment souvent précoces de l'enfance, et puis des troubles de personnalité. Donc, on se retrouve avec symptômes de TDAH, au moins une addiction au psychostimulant, mais il y a souvent au moins du tabac, qui est aussi un psychostimulant, je vous rappelle, l'alcool, etc., et d'autres substances consommées, des événements traumatogènes de l'enfance, y compris des violences physiques, enfin parfois des choses vraiment sévères, plus ou moins des troubles de personnalité associés, voire des troubles de l'humeur. Donc là-dedans, il faut savoir si le TDAH, c'est bien lui qui euh, donne les difficultés, parce que c'est que à partir de là qu'on va pouvoir vraiment traiter. Parce que c'est que à ce moment-là que le traitement va être efficace. Alors heureusement, on a quand même des outils performants pour nous aider et qui fonctionnent aussi visiblement. On est en train de publier l'article avec notre psychologue qui s'occupe de ce thème, Norman Teribou. La Diva notamment semble tout à fait efficace, y compris chez les personnes qui ont des polyaddictions. Donc ça, c'est quand même rassurant. On peut s'appuyer sur ce questionnaire, encore une fois, qui ne se passe qu'en entretien clinique, hein, pas à la maison. Euh, on peut s'appuyer sur ce questionnaire pour établir un diagnostic de TDAH. Je vous ai mis quelques captures d'écran du questionnaire. Bah, pour vous montrer, et j'espère que ça va vous convaincre, qu'en fait, les psychostimulants peuvent influencer les réponses à tous les niveaux. Donc, c'est pour ça que c'est complexe. Par exemple, ici, alors, il faut regarder plutôt à gauche, à l'âge adulte, hein. Normalement, dans l'enfance, on consomme peu de cocaïne, ou pas du tout, idéalement. Je vous ai mis le critère A2. Trouvez-vous souvent difficile de maintenir votre attention sur des tâches? Bah, si on prend de la cocaïne plusieurs fois par semaine, par exemple, eh ben, on n'est pas capable de maintenir longtemps son attention sur des tâches. On est facilement distrait. On a du mal à rester concentré, on a du mal à lire, on est aussi facilement ennuyé par les choses. Et puis les gens, vous savez, reposent des questions sur des sujets déjà discutés quand ils ont des troubles de l'attention. Donc tout ça, ça peut être généré par des psychostimulants, hein. Et pourtant, si vous faites juste, j'allais dire, très simplement et trop immédiatement cocher les cases, bah, vous dites, ah bah oui, la personne vous dit, ah oui, je suis distrait, ah bon, d'accord. Et puis à la fin, on met que le symptôme est présent. Or, c'était expliqué par la consommation. Autre critère d'inattention, le fait d'égarer des choses. Maintenant, sur les aspects plus d'hyperactivité et d'impulsivité, vous levez-vous souvent dans les situations où vous êtes supposé rester assis? Eh ben, en pleine période de consommation active de psychostimulants, oui, c'est fréquent que les gens doivent se lever et aient du mal à rester assis. Ça peut arriver aussi avec des phénomènes de sevrage, mais là, c'est plus du sevrage d'autres substances. Mais là aussi, un sevrage d'alcool, par exemple,
peut faire que les gens ils n'arrivent pas à rester assis parce qu'ils sont trop nerveux. Et enfin, vous sentez-vous souvent agité, je pense que c'est même pas la peine de le commenter. Si on est dans une consommation régulière, a fortiori pluri-hebdomadaire de cocaïne ou d'autres psychostimulants, bah oui, généralement, on se sent agité. Alors, et les traitements? Médicamenteux, alors je ne pense pas qu'on soit là pour vraiment les détailler, mais l'atomoxétine, qui n'est pas un psychostimulant et qui est disponible uniquement en prescription hospitalière, mais qui est, ma foi, tout à fait utile dans certaines situations. Le méthylphénidate, évidemment, et heureusement, hein, donc depuis maintenant presque 5 ans, on en dispose, y compris en initiation chez l'adulte. Et puis la liste d'hexamphétamine, qu'on attend, mais qui malheureusement a un remboursement pas terrible, mais qui va bientôt être disponible en pharmacie. Globalement, ça marche, y compris quand on a une addiction associée. La prudence va être sur la tolérance, hein, chez les personnes qui consomment à fond les ballons, si vous me passez l'expression, des psychostimulants. On ne va pas prescrire tout de suite des psychostimulants par-dessus. Donc ça se fait en voilà, réduction, etc. Et par exemple, une éventuelle hospitalisation pour sevrage de psychostimulants est tout à fait une bonne indication pour commencer un traitement si on a bien posé le diagnostic. Les traitements non médicamenteux sont extrêmement importants. Je ne l'ai pas mis, mais en fait, c'est la psychoéducation qui est vraiment essentielle, que ce soit en individuel ou en groupe. Et puis, les thérapies comportementales et cognitives sont à l'étude et la pleine conscience semble là aussi très prometteuse en cas de TDAH et d'addiction associée. Au plan psychothérapeutique, pour terminer, il semble très intéressant en cas de TDAH et d'addiction psychostimulant ou autre de cibler des dimensions. On ne va pas forcément se dire, allez, on a fait une psychothérapie spécifique, TDAH plutôt inattentif et addiction à la cocaïne plutôt sniffée. On va plutôt cibler des dimensions dont on sait qu'elles sont partagées et très fortes et très fortement invalidantes chez les personnes qui ont ces troubles associés. On privilégie un traitement intégré, je vous l'ai dit, c'est-à-dire qu'on essaie de ne pas séparer la psychiatrie et la dictologie, parce que sinon déjà les gens ne viennent pas au rendez-vous, hein, si vous en mettez partout dans plein de centres différents. Et les dimensions principales, ce sont la dysrégulation émotionnelle, le sommeil, l'impulsivité et les ruminations. Pour l'instant, il n'y a pas d'études spécifiques, mais sur la base de ce manuel qu'on a traduit dans l'équipe, le docteur Terry Bou, notre psychologue, coordonne actuellement un essai contrôlé randomisé qui s'appelle Attentif, justement d'une thérapie de groupe pour les personnes qui souffrent de TDAH et d'addiction associée, dans laquelle, évidemment, il y a des personnes avec des problèmes de psychostimulants. Et donc, la discussion, elle doit nous permettre de relier, je dirais, la science qualifiée trop souvent de dure, c'est-à-dire plutôt qu'on appelle de recherche quantitative, avec l'expérience des usagers, des personnes concernées et des patients. Et ça, c'est en plein devenir et ça va encore se développer, heureusement. Très brièvement, ce sera ma seule diapo de discussion et donc de conclusion. On se demande s'il y a vraiment des différences entre cocaïne et autres psychostimulants dans les liens spécifiques avec le TDAH. Il me paraît important de rappeler que le premier stimulant qui pose problème dans le TDAH, c'est le tabac. Alors non, effectivement, ça ne pose pas problème au quotidien en termes d'effets, etc. Mais on sait à quel point le tabac est toxique au long cours et on sait à quel point les addictions au tabac sont fortes et sévères et dures à traiter chez les personnes concernées par le TDAH. Souvent précoces d'ailleurs. Les effets subjectifs inattendus ou paradoxaux, c'est-à-dire calmants des psychostimulants, ils ne suffisent pas ni à suspecter, ni à confirmer, ni à écarter le diagnostic du TDAH. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, pour les consommateurs, bah, c'est bien qu'ils se posent la question, mais en fait, probablement, il faudrait un dépistage systématique de toutes les personnes qui ont des addictions. Faire un dépistage systématique du TDAH, quel que soit l'effet calmant ou pas de la cocaïne. Donc ça demande une démarche rigoureuse qui est parfois longue, hein, sur les éléments de complexité dont on a un peu parlé. Et surtout, clairement, il faut beaucoup mieux former les professionnels, euh, médecins généralistes, psychiatres libéraux ou de CMP, hein, encore une fois, pas forcément psychiatres spécialisés dans le TDAH, mais aussi les infirmiers, puis les infirmiers de pratique avancée aussi sont vraiment un espoir par rapport à ça, pour encore une fois améliorer les parcours et avoir des diagnostics et des soins beaucoup plus précoces. Ça détermine vraiment beaucoup les améliorations. En effet, les connaissances sont en progrès, mais les moyens sont insuffisants. Vous voyez, par exemple, aux États-Unis, il n'y a que 18% des services qui s'occupent des addictions qui sont capables, selon eux, en plus, hein, donc c'est déclaratif, donc ça veut dire que c'est surgonflé, de s'occuper également des troubles psychiatriques associés. Donc, c'est pas beaucoup, hein. Et il n'y a que 10% des services de psychiatrie qui déclarent pouvoir s'occuper aussi des addictions. Or, les soins combinés sont recommandés, comme je vous le disais.
Et le problème, c'est que quand on a des troubles psychiatriques, on est souvent stigmatisé par rapport au fait d'avoir d'autres types de maladies. Et si on a des troubles psychiatriques et des addictions, on est encore plus stigmatisé. Et on est d'autant plus stigmatisé, mais je vous laisse noter à la référence, que le corps médical qui s'occupe de vous est plus âgé et a passé son diplôme il y a plus longtemps. Il y a beaucoup de gens à remercier, et je pense notamment à des financeurs, l'Institut pour la recherche en santé publique, euh, l'ARS Île-de-France et puis l'Institut national de recherche contre le cancer. Merci beaucoup pour votre attention. Mais merci beaucoup, Romain, pour cette présentation qui était vraiment très très claire et très intéressante, hein. Je crois qu'il y a un certain engouement de du public. Alors, il y a eu beaucoup de questions dans le chat que je vais peut-être essayer de résumer parce qu'il nous reste un bon petit quart d'heure pour les questions. Alors tout d'abord, il y a eu une question dans le chat, Romain, concernant la prise de cocaïne. Est-ce que ça améliore authentiquement les compétences attentionnelles des personnes? Et est-ce que quelque part, au moins dans un premier temps, avant que le trouble de l'usage ne s'installe, est-ce que c'est quelque part une forme d'auto-soin? Est-ce qu'il y a une véritable correction cognitive? Elle est pas bien démontrée. C'est-à-dire que, et je trouve que le témoignage de Monsieur L, il dit bien, je sens que ça m'aligne, je sens que ça me redonne de la concentration, mais j'ai jamais vérifié, soit par des tests, et à ma connaissance, il n'y a pas de tests, d'ailleurs d'études neuropsychologiques, c'est-à-dire de tests cognitifs qui auraient par exemple donné de la cocaïne. C'est un truc qu'on peut tout à fait faire, hein, sous réserve qui est éthiquement acceptable, sous réserve que les personnes soient déjà usagères de cocaïne quand même, pour voir si jamais avec un TDAH, ça améliorerait les compétences. Le problème, c'est que comme dans le TDAH, la plupart des bilans neuropsychologiques chez l'adulte sont normaux, puisque quand on fait passer des tests en conditions non écologiques, c'est-à-dire quand on mobilise pas vraiment réellement la réserve cognitive, parce que les personnes ont la plupart du temps des intelligences normales, et ben en fait on voit pas Mhm. grand-chose. Donc qu'est-ce qu'on va améliorer? Enfin, et c'est vrai qu'on n'a pas encore bien non plus de tests cognitifs, donc il faut peut-être commencer par là. Et à ce moment-là, c'est vrai que ce serait super intéressant de faire des études. euh, et à la fois, comme j'essayais un peu de le dire, à partir du moment où on a des troubles de l'usage de substances, quels qu'ils soient, bon, en fait, probablement, un peu se dépister avec des ASRS, même soi-même. Ça, pour le coup, c'est un auto-questionnaire. Et puis, en parler à son psychiatre ou son addictologue pour faire un dépistage peut-être plus poussé. Parce que probablement, ça vaut le coup, encore une fois, quelles que soient les substances. Puisque globalement, en tout cas en épidémiologie, la seule substance préférentielle dans le TDAH, c'est le tabac. Ça, c'est un truc, pour le coup, qui est assez bien démontré. Mais vous savez probablement aussi peut-être que les études qui sont faites en population hors TDAH, par exemple, si on cherche est-ce qu'il y a des substances qui améliorent l'attention, ben en vrai, on trouve rien. La nicotine Mhm. n'améliore pas l'attention, la caféine non plus. Alors tout ce qui est un peu glutamatergique, etc., non plus. Si on fait des tests objectifs. Donc le résident le TDAH, avant de se lancer, pour conclure oui ou non, ce sera intéressant. En revanche, on sait que le méthylphénidate l'améliore. Là, pour le coup. Probablement Alors, par les effets on a aussi, pardon, noradrénergiques, puisque la cocaïne est très peu noradrénergique, puisqu'il y a des questions sur la dopamine dans le chat. Alors que le méthylphénidate et puis bien évidemment, a fortiori la tomoxétine, ont également une valence favorise aussi fortement la transmission de noradrénaline, qui est un neurotransmetteur excessivement important pour la vigilance et l'attention. Alors, on a aussi des questions autour du mode de consommation de la cocaïne. Oui, oui. Et on a des personnes dans le chat qui nous ont dit, est-ce qu'il y a des effets différents selon le mode de consommation? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se dire que, par exemple, la cocaïne par voie nasale est excitante, par fumée, elle va être plutôt relaxante. Est-ce que le mode de consommation donne des effets différents? C'est assez possible là aussi si on regardait dans des vraiment plutôt de l'expérience de consultation. Donc, on a eu ce type de retour, effectivement. C'est assez embêtant parce que probablement, en admettant que ce soit bien ça, hein, mais les personnes qui disent, bah, moi, si je fume pas 3 cailloux de crack, et ben, en gros, je peux pas me concentrer.
Et ben après, avec des petites doses de méthylphénidate, on va bien ramer pour rattraper. Parce que le méthylphénidate est quand même beaucoup moins puissant que la cocaïne, a fortiori fumée. Donc en plus, même si on continue de débattre sur le mécanisme, ça sous-entend un peu que chez ce patient donné, avec des doses standards de méthylphénidate, on va probablement galérer à obtenir une réponse thérapeutique. Et c'est là qu'on est vraiment, qu'on attend vraiment l'arrivée finale de la liste d'hexamphétamines sur le marché. Parce qu'on sait que chez l'adulte, donc dans les recommandations HAS, mais ça c'est un gros spoiler, donc, mais on l'a mise, mais en fait comme les recommandations mondiales, on l'a mise au même niveau que le méthylphénidate pour l'adulte, hein. Donc c'est censé être aussi en première ligne, hein, l'amphétamine pour le TDAH chez l'adulte. Et probablement, notamment quand il y a des addictions associées, et peut-être encore plus chez des personnes comme ça qui disent, bah, moi, si j'ai pas une forte consommation avec une voix très rapide et très puissante, probablement ils vont pas se concentrer. Bah, c'est pas gagné qu'avec du méthylphénidate, on y arrive. Et effectivement, il y a une question très importante sur les consommations associées. Moi, j'avoue que dans la littérature, il y a assez peu d'addictions sévères et multiples en fait. Donc, dans la littérature sur TDAH et addiction, on dit bah, on peut traiter, c'est pas très dangereux, pas de souci. C'est pas la même chose dans les consultations hospitalières des personnes qui fument de la cocaïne, plus de la morphine, plus du cannabis, plus du tabac, plus de l'alcool, plus des benzodiazépines. Là, on n'a aucune donnée sur les risques qu'on prend à prescrire, même dans les moments où ils ont réussi à réduire. Après, sur les liens avec la dopamine, juste pour me permettre de répondre aussi au passage à la question, c'est Sébastien notamment qui pose cette question. Euh, c'est enfin, je sais, c'est un peu facile de dire c'est plus compliqué que ça, mais au sens où on est vraiment au-delà des aspects de dopamine. Et probablement la dopamine, on est au-delà de la récompense, hein, c'est très important comme message. La dopamine, c'est un neurotransmetteur de filtre de ce qui est important dans l'environnement. Vraiment, récompense, ça a fait à la fois du bien et du mal à la victologie d'appeler ça système de récompense. C'est vraiment un système de motivation parce que ça filtre dans l'environnement ce qui est important pour le sujet. Et donc, dans les addictions, eh ben, à la fin, le sujet, il n'y a que le produit qui est important. Donc, tout le reste est secondaire. Euh, et sur la réduction de l'impulsivité, en revanche, là, je n'irai pas jusque-là, Sébastien, c'est pas ce qu'on voit en clinique. Concentration, pourquoi pas. Procrastination, pardon, aussi beaucoup, mais là, c'est vrai que comme je disais, c'est pas forcément un effet paradoxal, même si ça peut aussi améliorer la procrastination par réduction de l'hyperactivité mentale, qui souvent empêche les personnes de faire des choses. Donc voilà, donc effectivement, les patients rapportent tout ça. Et le patient monsieur L, il avait 50 mg de méthylphénidate pour répondre à la question au passage d'Emmanuel. Euh, et pour répondre à la question de Laura, bah, comme souvent les consommateurs réguliers de produits, il n'y a rien qui marche, quoi. C'est-à-dire que les substances addictives, elles ont un tel effet dans le cerveau que les médicaments psychotropes, ils n'y arrivent pas. Donc il y a quand même, autant il faut faire le diagnostic dès que possible, même chez les consommateurs actifs, par tous les moyens, rétrospectifs, etc., avec les proches si possible. Autant sur les médicaments, d'une part, on peut prendre des risques cardiovasculaires qui sont qui sont vraiment très très faibles hein, quand il n'y a pas de consommation de stimulants autres. Mais si on prescrit du méthylphénidate chez quelqu'un qui est en pleine période active de consommation de psychostimulants multiples, là, clairement, on augmente les risques. Euh, voilà, comme ça, j'ai répondu. Alors, il y avait une Laura incluse, question, normalement. il y avait une question qui paraît vraiment importante. Est-ce que le traitement précoce des enfants améliore le pronostic addictologique à l'âge adulte? Ben oui, ça s'est bien démontré et c'est vrai que bah, vous pouvez l'imaginer, on en use, voire on en abuse de ces quelques données de littérature dans nos recommandations aux politiques, etc. C'est vraiment c'est pas parfait, hein, encore une fois, et ça ne veut pas dire qu'il faut traiter, enfin, c'est pas une raison pour surmédicamenter les enfants, encore une fois, y compris porteurs de TDAH, mais ça réduit fortement et significativement le risque de développer des addictions. Et ça n'expose pas à un risque supplémentaire à l'âge adulte d'addiction aux psychostimulants, parce que la question avait été posée aussi dans la littérature. De dire, bah voilà, on a traité un TDAH de l'enfance, il n'y en a plus besoin vers 19-20 ans. Est-ce que vers 25 ans, il y a plus d'addiction aux psychostimulants? La réponse est non. Donc, ça incite vraiment à traiter dans l'enfance. Et après, il y a peut-être des profils, hein, les profils plus impulsifs, les profils avec une moins bonne régulation émotionnelle. C'est peut-être aussi, et évidemment, les profils qui ont subi des événements traumatiques et traumatogènes.
c'est probablement ceux-là qui sont encore plus à risque d'addiction. Et c'est clairement ces enfants-là qu'il va falloir traiter et peut-être traiter plus longtemps. Alors, il y a une question aussi, est-ce que les centres d'addictologie ne risquent-ils pas de se mettre à faire des diagnostics par excès et mettre beaucoup, beaucoup de monde sous méthylphénidate? Alors, c'est une question complexe, hein. Moi, je suis très exactement entre deux feux, mais c'est des feux, c'est un feu doux, hein, ça va, mais entre la coordination nationale qui est plutôt portée par les addictologues, dont une bonne partie sont pas psychiatres, qui disent faut absolument prescrire, enfin, etc., etc., y compris quand on n'est pas psychiatre. Et puis de l'autre côté, le collège des universitaires de psychiatrie, bah, qui évidemment, à la fois, je pense il y a peut-être des témoignages là-dessus, quand même s'occupe pas assez du TDAH, hein, puisque j'ai vu passer, il y a encore plein de psychiatres, hein, qui disent c'est un effet de mode, il y a une psychiatre chercheuse de Harvard qui n'arrête pas de publier des trucs pas du tout étayés, mais pour donner son opinion, pour dire que le TDAH de l'adulte n'existait pas, enfin bon. Et donc, euh, le, il n'y a pas de... voilà, les addictologues, a priori, s'en occupent déjà. C'est pas sûr. Au contraire, ça va un peu soulager tout le monde. Ils font déjà pas trop mal les diagnostics. Donc, on a développé tout un module, hein, d'une vingtaine d'heures, hein, à destination des futurs addictologues, un module par capsule vidéo, non pas pour qu'ils prescrivent mieux parce qu'ils savent déjà, puis ils manient déjà la méthadone, la plupart des addictologues, donc le méthylphénidate, ça leur fait pas peur, et ils sauront faire. C'est plutôt sur les diagnostics différentiels quand il y a beaucoup de symptômes psychiatriques dans tous les sens. Quand on est psychiatre, on est habitué à faire des hiérarchies entre les diagnostics et de s'autoriser, par exemple, à dire, bah oui, là, il y a beaucoup de symptômes de TDAH, mais je pense que le trouble borderline est plus important pour cette personne et que c'est ça qui l'embête plus que le symptôme de TDAH. Et ça, les non-psychiatres ou les personnes pas suffisamment formées à la psychiatrie, ils ont plus de mal à pas se laisser happer, parce que des fois, c'est vrai que c'est très dur, hein, par les symptômes de troubles bipolaires, les symptômes de troubles borderline, les symptômes TDAH. Et puis, quand on est médecin, on est naturellement porté plus vers des troubles qui ne sont pas les troubles de personnalité, parce qu'on a beaucoup plus vous voyez, d'algorithmes clairs pour traiter. Quand on est médecin, psychiatre, hein, quand on trouve un trouble bipolaire, c'est pas qu'on est content, mais on a plus d'algorithmes clairs que si on a trouvé que c'était plutôt un trouble borderline grave qui expliquait l'histoire de la personne. Et donc, c'est une tendance qu'on peut avoir. Donc, oui, c'est un risque, mais pour l'instant, ce qu'on a comme données, c'est plutôt que les addictologues, ils ont déjà fait les diagnostics, ceux qui s'y intéressent, et qu'en fait, prescrire, ça va surtout éviter les effets d'engorgement, soit dans les centres spécialisés, soit les prescriptions, bah, en fait, pas légales, où les addictologues s'autorisent à prescrire et où le pharmacien vérifie pas, et où heureusement le patient, comme ça, au moins, il a le traitement adéquat. Voilà. Et on est plus vigilant, je dirais, sur les situations psychiatriques complexes, où là, il faudra mieux former les addictologues. Ça, on est d'accord là-dessus, par contre. Alors, une autre question qui est très intéressante aussi. On sait qu'une des principales comorbidités du TDAH, c'est le trouble du spectre de l'autisme, hein, puisque les deux diagnostics sont très associés. Vis-à-vis des conduites addictives, quel est le poids de l'autisme? Est-ce que ça a un impact? Qu'est-ce Alors moi, que... j'ai été forcé pour des questions de crédibilité à me former un peu aux autres troubles du neurodéveloppement, pour être très transparent dans mon niveau de compétence sur l'autisme notamment. Et donc, ce que j'avais comme info avant de me former un peu mieux, c'était en gros, bah, alors déjà, c'était l'autisme un peu caricatural et grave, qui évidemment est loin de représenter toute la diversité des TSA. Et puis en disant, bah, l'autisme, en gros, il n'y a pas d'addiction, point. Bon. Une fois qu'on a dit ça, on s'aperçoit que, euh, bah, d'une part, c'est pas vrai. D'autre part, probablement à viser alors je sais pas si je vais utiliser le bon terme, mais de régulation sensorielle, de régulation émotionnelle liée aux difficultés sensorielles, relationnelles, etc. Quand ça commence à peser un peu trop chez l'adulte qui est porteur de TSA, et ben là, probablement, un peu comme ce qu'on a dit tout à l'heure, les produits, alors peut-être pas la cocaïne quand même, mais à discuter, les produits comme l'alcool vont pouvoir venir réguler probablement certains vécus, qui font que clairement, euh, et ça, à ma connaissance, dans les milieux addictologiques, on aurait clairement de la place pour faire une étude sur quels sont les TSA associés. Moi, j'en ai deux, trois, quatre peut-être dans ma file active, qui est pas énorme, enfin qui est quand même conséquente. Euh, alors, et à la fois, quand on arrive jusqu'à l'addictologue et que le diagnostic de TDAH a été porté, souvent le TSA, mais c'est souvent le cas chez l'adulte, vous me direz, mais il est un peu en filigrane, quoi.
ben, on le voit moins, on se demande ce qu'on va gagner à s'en occuper. Donc je pense que c'est un champ qui est très ouvert, quoi. C'est la seule réponse un peu fiable que je peux donner. C'est qu'en milieu addictologique, on est assez loin, à part certains qui s'y intéressent vraiment directement, de suffisamment détecter les TSA. En revanche, on a la chance, nous, dans le service où je travaille et dans d'autres, mais on a appris un minimum d'humilité, c'est-à-dire que notamment les patients qui arrivent, par exemple, vous savez, avec leur échelle, j'oublie à chaque fois son nom, mais un peu d'auto-repérage, au lieu de leur dire, bah, écoutez, vous êtes gentil, mais on a autre chose à faire. Au contraire, moi, je suis plutôt très content quoi, qu'ils aient fait une partie du travail. Et après, d'essayer de les orienter en faisant d'abord une investigation clinique plus approfondie. Et donc là, c'est comme ça qu'on a eu trois quatre personnes notamment. Et moi, ce que j'ai fait pour l'instant, c'est notamment d'essayer peut-être d'optimiser les doses de psychostimulants type de méthylphénidate, quand il y avait un TSA diagnostiqué avec, pour favoriser l'initiative relationnelle, enfin, éventuellement la vie professionnelle. Et puis, bah, discuter d'aménagement professionnel, évidemment. Euh, c'est quand même ça un peu ce qu'on peut faire dans ces situations-là. Et ça me fait penser là aussi que chez l'adulte, les aménagements professionnels, je ne sais pas s'il y a ça dans le chat, mais là aussi, on est quand même dans des balbutiements. Autant chez l'enfant, il y a des trucs à peu près carrés qui fonctionnent un peu comme aménagement scolaire. Chez l'adulte, ça me semble malheureusement encore très, très primaire, voire primitif, ce qu'on peut proposer au niveau du travail. Alors, on arrive malheureusement au terme de ce webinaire, hein. On vous écouterait des heures encore, hein, parce que c'était vraiment passionnant. Il nous reste vous remercier de votre participation, qui est toujours plus importante de webinaire en webinaire. Merci à tous. Merci à vous, Romain. C'était vraiment très intéressant. Merci Et beaucoup, puis, merci pour ces échanges. à bientôt. À bientôt. Au Au revoir. revoir.